Silo, origine de Hugh Howey. Première faction, l'héritage. Prologue. 2110. Sous les collines du comté de Fulton, dans l'État de Géorgie. À son retour parmi les vivants, Troy était dans une tombe. Il se réveilla dans un espace confiné, le visage tout près d'une vitre givrée. De l'autre côté de cette couche de glace, des silhouettes s'affairaient. Il essaya de lever les bras, de frapper à la vitre, mais il n'avait pas assez de force. Il tenta un cri, mais ne réussit qu'à tousser. Il avait un goût atroce dans la bouche. À ses oreilles retentirent le bruit métallique de gros verrous qu'on ouvrait, un chointement d'air, le grincement de gonds restés longtemps en sommeil. La lumière était vive, les mains sur sa peau, chaudes. Ils l'aidèrent à s'asseoir tandis qu'il toussait encore et que son souffle se condensait en petits nuages. On lui tendit de l'eau. Des pilules. L'eau était fraîche et les pilules amères. Il parvint à avaler quelques gorgées. Il était incapable de tenir son verre seul. Ses mains tremblaient tandis qu'une déferlante de scènes cauchemardesques lui revenait en mémoire. Le passé lointain se mêlait aux souvenirs récents. Il frissonna. Une blouse en papier, le picotement du sparadrap qu'on arrache à son bras, un tuyau qu'on retire de son entrejambe, deux hommes en blanc l'aidèrent à sortir du cercueil. De la vapeur s'éleva tout autour de son corps avant de se dissiper. Assis, ébloui, Troy regardait à travers le clignement de ses paupières restées longtemps fermées les rangées de cercueils pleins de vie qui s'étendaient à perte de vue le long des murs incurvés. Le plafond lui semblait bas, impression renforcée par toute la terre qui s'amoncelait au-dessus d'eux. Et par les années. Tant d'années avaient passé. Tous ceux qu'il chérissait auraient disparu à présent. Tout avait disparu. Les pilules lui piquaient la gorge. Il essaya d'avaler. Ses souvenirs s'évanouirent comme des rêves au petit matin, et il sentit que son emprise sur tout ce qu'il avait connu jusqu'alors lui échappait. Il tomba à la renverse, mais les hommes en blanc l'avaient vu venir. Ils le rattrapèrent et posèrent à terre son corps qui frissonnait sous sa blouse de papier. Des images lui revinrent, un bombardement de souvenirs, puis plus rien. C'est ainsi qu'agissaient les pilules. Mais il faudrait du temps avant de détruire le passé. Troy se mit à sangloter dans ses mains, sous l'œil compatissant des deux hommes en blanc. Ils lui laissèrent le temps, n'expédièrent pas la procédure. C'était là une politesse qui se transmettait entre elles, les âmes tirées du sommeil. Une faveur que tous les hommes dormant dans leur cercueil découvriraient à leur réveil, et qu'ils finiraient par oublier. Chapitre 1. 2049. Washington, D.C. Les hautes vitrines de trophées avaient autrefois servi de bibliothèque. Certains détails ne trompaient pas. La quincaillerie utilisée sur les étagères datait de plusieurs siècles, alors que les gonds et les petits verrous des portes vitrées remontaient à peine quelques décennies. L'encadrement des portes était en cerisier, mais le reste du meuble était en chêne. On avait essayé d'harmoniser le tout au moyen de teinture, mais le fil du bois n'était pas le même. La couleur non plus, détail qui ne sautait qu'aux yeux avertis. Le député Donald Knie rassemblait ces indices sans s'en rendre compte. Il remarquait simplement qu'il y avait eu une purge, qu'on avait fait de la place. À un moment donné du passé, la salle d'attente du sénateur avait été dépouillée de ses inévitables livres de droit jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une poignée. Cet homme rescapé était tapi dans les recoins sombres des vitrines, repliés sur eux-mêmes, le dos zébré de craquelures, leur vieux cuir s'effritant tel de la peau cloquée par le soleil. Quelques collègues de Keene, eux aussi en début de leur mandat, faisaient les 100 pas s'agiter. Comme Donald, ils étaient jeunes et irrémédiablement optimistes. Ils incarnaient le renouveau du Congrès. Ils espéraient tenir parole, là où leurs prédécesseurs tout aussi naïfs avaient échoué. Tandis qu'ils attendaient leur tour pour s'entretenir avec le grand sénateur Thurman, la nervosité était palpable dans les discussions.
Dans l'imagination de Donald, il ressemblait à un troupeau de prêtres en rang pour rencontrer le pape, pour baiser son anneau. Il poussa un gros soupir et se concentra sur le contenu des vitrines, se perdit dans la contemplation de ses trésors tandis qu'un collègue bavassait à propos du centre de contrôle et de prévention des maladies de sa circonscription. Et ils ont un guide très détaillé sur leur site internet, un manuel de préparation au cas où on devrait affronter, accrochez-vous bien, une invasion de zombies. Non mais vous y croyez? Des zombies, bordel. Genre, ils en sont rendus à croire qu'on pourrait se bouffer les uns les autres. De peur que son reflet ne se voie dans la vitrine, Donald réprima un sourire. Il se tourna vers une série de photos accrochées au mur où l'on voyait le sénateur avec les 4 derniers présidents. La même pose et la même poignée de main sur tous les clichés, le même décor de drapeaux immobiles et d'emblèmes gouvernementaux démesurés. À mesure que les présidents allaient et venaient, le sénateur semblait rester le même. Ses cheveux étaient blancs depuis le début et tous les ans ne semblaient avoir aucune emprise sur lui. D'une certaine façon, le fait qu'elle soit côte à côte diminuait la valeur de ses photos. On avait une impression de mise en scène, d'hypocrisie. C'était comme si ce cortège d'hommes les plus puissants de la planète avait à tout prix voulu poser avec une silhouette en carton, une attraction locale en bord de route. Donald se mit à rire, et le député d'Atlanta l'imita. « Je sais, des zombies, hilarant, non? Mais réfléchissez une minute, pourquoi ils auraient pris la peine de rédiger ce manuel si... » Donald eut envie de lui dire à propos de quoi il riait. « Regardez ces sourires, voulait-il souligner. C'étaient les présidents qui souriaient. » Le sénateur, lui, avait l'air de vouloir s'échapper par tous les moyens. On avait l'impression que chacun de ses commandants en chef savait qui était le plus puissant, qui serait encore là après qu'eux seraient partis. Leur conseil, c'est par exemple de toujours ranger une batte de baseball avec ses lampes torches et ses bougies, juste au cas où, pour éclater de la cervelle, quoi. Donald vérifia l'heure sur son téléphone. Il jeta un œil vers la porte en se demandant combien de temps il lui restait à attendre. Il se tourna à nouveau vers les vitrines et examina un uniforme militaire disposé comme un origami. La poche de poitrine gauche de la veste était bardée de médailles, les manches étaient repliées de manière à souligner les galons dorés cousus autour des poignets. Devant l'uniforme, une série de médailles décoratives était exposée dans un présentoir en bois fait sur mesure, cadeau de remerciements d'hommes et de femmes en service à l'étranger. Ces 2 compositions en disaient long. L'uniforme, sur le passé, les médailles sur les soldats actuellement sur le terrain. 2 serre-livres qui contenaient 2 guerres, une à laquelle le sénateur avait participé dans sa jeunesse, l'autre qu'il s'était efforcé d'empêcher avec la sagesse des années. Ouais, je sais, ça a l'air complètement dingue. Mais est-ce que vous savez ce qu'est un chien enragé? Je parle de la rage, des effets biologiques de... Donald se pencha davantage pour examiner les médailles. Le chiffre et la devise inscrite sur chacune d'elles représentaient un déploiement militaire. À moins qu'il ne s'agisse d'un bataillon. Il ne se rappelait plus. Sa sœur Charlotte le saurait, elle. Elle était là-bas, quelque part, sur le terrain. Alors, t'appréhendes un peu, toi, ou pas? Donald se rendit compte que c'était à lui que s'adressait la question. Il se retourna pour faire face au député bavard qui devait avoir le même âge que lui dans les 35 ans. En lui, Donald voyait ses propres cheveux clairsemés, son propre début de bedaine, ce délicat glissement vers le milieu de la vie. De rencontrer des zombies? Non, pas vraiment. Le député fit un pas vers lui en regardant au passage l'imposante veste d'uniforme maintenue à la verticale comme si un torse guerrier la remplissait encore. Non, de le rencontrer lui. La porte de l'accueil s'ouvrit, laissant filtrer des sonneries de téléphone. « Monsieur Knie ?» Une réceptionniste d'un certain âge se tenait sur le seuil, silhouette mince et tonique, mise en valeur par son chemisier blanc et sa jupe noire. « Le sénateur Thurman va vous recevoir. » Donald tapa sur l'épaule du député d'Atlanta en passant. « Bonne chance, » bredouilla ce dernier. Donald sourit. Il se serait bien retourné pour lui expliquer qu'il connaissait bien le sénateur, qu'il avait sauté sur ses genoux étant petit. Seulement, il était trop occupé à cacher sa nervosité. Il passa la porte en bois massif et pénétra dans le sanctuaire sénatorial.
Ça n'avait rien à voir avec le fait d'entrer dans le vestibule d'une maison quand on passe prendre une fille pour un rendez-vous galant. La pression était différente. C'était l'angoisse de rencontrer un homme d'égal à égal alors que Donald avait encore l'impression d'être un petit garçon. « Par ici », dit la réceptionniste. Elle le guida entre divers bureaux larges et encombrés au son d'une douzaine de téléphones tous en alerte. De jeunes gens en costume ou tailleur travaillaient, un combiné dans chaque main. L'ennui qui se lisait sur leur visage semblait indiquer que c'était une charge de travail normale pour un matin de semaine. Donald effleura la surface d'un bureau du bout des doigts. De l'ébène. Les assistants du sénateur disposaient d'un plus beau mobilier que le sien, sans parler du décor, moquette épaisse, moulure et lustre qui étaient peut-être bien en cristal véritable. Au fond de la pièce, des bips et des sonneries en tout genre, une porte s'ouvrit pour laisser sortir le député Mike Webb, qui venait de passer son entretien. Absorbé par le dossier qu'il tenait entre les mains, il ne remarqua pas Donald. Donald s'arrêta et laissa son collègue et ancien camarade de faculté s'approcher. « Alors, comment ça s'est passé ?» lui demanda-t-il. Mike leva les yeux et ferma le dossier d'un coup sec. Il le coinça sous son bras. « Bien, bien. » Il sourit. Désolé que ce soit éternisé, le vieux ne voulait plus me lâcher. Donald rit. Il voulait bien le croire. Mike avait été élu haut la main. Il avait le charisme et l'assurance qui allaient de pair avec sa stature et sa beauté. Donald disait souvent que si son pote avait eu une meilleure mémoire des noms, il aurait pu être président un jour. « Oh, ne t'en fais pas pour ça, » répondit Donald en pointant un pouce par-dessus son épaule. « J'étais en train de me faire de nouveaux amis. »« J'en doute pas. Bon, on se voit plus tard au bureau ? » ?»« Ça marche. » Mike lui tapa le bras du revers de son dossier et se dirigea vers la sortie. Sous l'œil désapprobateur de la réceptionniste, Donald se remit vite en marche. Elle lui fit signe d'entrer dans le bureau à l'éclairage tamisé et ferma la porte derrière lui. Député CNI. Debout derrière son bureau, le sénateur Paul Thurman tendit une main vers Donald. Il lui adressa un sourire que Donald connaissait bien, pour l'avoir vu sur des photos et à la télé aussi bien que dans son enfance. Malgré son âge, il devait approcher les 70 ans s'il ne les avait pas déjà, le sénateur avait l'air en forme. Sa chemise en natté de coton moulait un tronc charpenté, un cou épais surmontait son nœud de cravate, ses cheveux blancs étaient aussi impeccablement coiffés que ceux d'un soldat. Donald traversa la pièce sombre et serra la main du sénateur. « Content de vous voir, monsieur. »« Assieds-toi donc. » Thurman lâcha la main de Donald et désigna l'un des fauteuils qui faisait face à son bureau. Donald s'installa sur le cuir rouge, entre les accoudoirs plantés d'œilletons dorés. « Comment va Hélène ?»« Hélène ?» Donald resserra sa cravate. « Elle va bien. Elle aurait parti à Savannah. Elle était très contente de vous voir à la soirée. »« C'est une très belle femme que tu as là. »« Merci, monsieur. » Donald s'efforçait de se détendre, ce qui avait en fait l'effet inverse. Il régnait dans le bureau une lumière crépusculaire malgré l'éclairage du plafond. Dehors, les nuages bas et noirs s'étaient fait franchement menaçants. S'il se mettait à pleuvoir, il devrait retourner à son bureau par le tunnel. Il détestait ce tunnel. Malgré la moquette et les petits lustres à intervalles réguliers, il savait qu'il était sous terre. Quand il empruntait les tunnels de Washington, il avait l'impression d'être un rat d'étalant dans les égouts. Il craignait toujours que le toit ne vienne à s'effondrer. « Le travail, comment ça se passe jusqu'à maintenant ?»« Très bien, je suis occupé, mais ça va. » Il voulut demander des nouvelles d'Anna au sénateur, mais on ouvrit la porte avant qu'il en ait eu le temps. La réceptionniste entra et posa 2 bouteilles d'eau sur le bureau. Donald la remercia, tourna le bouchon de la sienne et s'aperçut qu'elle avait été préouverte. « J'espère que tu n'es pas occupé au point de refuser la tâche que je m'apprête à te confier, » dit le sénateur en arquant un sourcil. Donald prit une gorgée d'eau et se demanda si ça s'apprenait, le haussement de sourcil. Ça lui donnait instantanément l'envie de se mettre au garde à vous. « Je suis sûr que je peux trouver le temps, avec tout le soutien que vous m'avez apporté pendant la campagne. Sans vous, je n'aurais jamais dépassé le stade de primaire. » Il jouait avec la bouteille d'eau sur ses genoux. « Mike Webb et toi, vous étiez ensemble à la faculté, c'est bien ça. Tous les deux des Bulldogs. »
Donald mit un certain temps à comprendre que le sénateur faisait référence à la mascotte de l'université de Géorgie. Il n'avait pas franchement passé ses années de fac à suivre l'actualité sportive. « C'est ça, monsieur. Allez les Dogs !» Il espérait ne pas dire n'importe quoi. Le sénateur sourit. Il se pencha légèrement en avant de sorte que son visage fut pris dans les raies de lumière douce qui tombaient sur son bureau. L'ombre s'infiltra dans ses rares rides. Ses traits fins et son menton carré le faisaient paraître plus jeune de face que de profil. C'était un homme qui approchait les autres de front plutôt qu'en embuscade. « Tu as étudié l'architecture à l'université ?» Donald acquiesça. Il était facile d'oublier qu'il connaissait Thurman mieux que le sénateur ne le connaissait. L'un des deux apparaissait plus souvent dans les gros titres que l'autre. « Très juste, en premier cycle, puis maîtrise d'urbanisme. Je me suis dit que les gens auraient une vie meilleure si je les gouvernais au lieu de dessiner leurs appartements. » Il grimaça tout de suite. C'était une réponse toute faite qui datait de la fac. Un truc qu'il aurait mieux fait de laisser derrière lui, avec les boîtes de bière qu'il écrasait sur le front et le cul des filles en rejupe qu'il reluquait. Il se demanda pour la énième fois pourquoi lui et les autres nouveaux venus au congrès avaient été convoqués. Au début, il avait cru à une visite de courtoisie. Puis Mike avait lui aussi reçu une convocation. Alors Donald avait pensé à un genre de formalité, de tradition. Mais il se demandait à présent s'il ne s'agissait pas plutôt d'un jeu de pouvoir, d'une occasion de passer de la pommade aux représentants de l'État de Géorgie pour les fois où Thurman aurait besoin d'un vote particulier dans la chambre basse. « Dis-moi, Donny, est-ce que tu sais garder un secret ?» Le sang de Donald se glaça. Il se força à rire pour faire redescendre la pression. « Je me suis fait élire, non ?» Le sénateur sourit. « Alors tu as certainement retenu le meilleur moyen de garder un secret, dit-il en levant sa bouteille comme pour trinquer. Le déni. » Donald acquiesça et but d'une gorgée d'eau. Il ne savait pas où le mènerait cette conversation, mais il était déjà mal à l'aise. Il sentait venir les tractations en coulisses qu'il avait précisément promis d'éradiquer pendant sa campagne. Le sénateur se carra dans son fauteuil. Le déni, c'est la sauce secrète de cette ville. C'est la saveur qui unit tous les autres ingrédients. Voilà ce que je ne manque jamais de dire aux nouveaux élus. La vérité sortira, elle sort toujours, mais elle se fondra dans les mensonges. Il fit des cercles avec sa main. Il faut nier chaque vérité et chaque mensonge avec le même vinaigre. Laisse les sites internet et les mythomanes qui se repaissent d'affaires étouffées et de dissimulations embrouiller le public à ta place. D'accord, monsieur. Ne sachant que dire, Donald but à nouveau. Le sénateur lui refit le coup du sourcil. Il resta figé un instant, puis lui proposa une question surgie de nulle part. « Est-ce que tu crois aux extraterrestres, Tony ?» Donald faillit recracher son eau par le nez. Il toussa derrière sa main, dut s'essuyer le menton. Le sénateur n'avait pas scié. « Aux extraterrestres ?» Donald secoua la tête en frottant sa main sur son pantalon. « Non, monsieur. En tout cas, pas à ceux qui enlèvent les humains pendant leur sommeil. Pourquoi ?» Il se demanda si c'était un genre de réunion d'information. Pourquoi le sénateur lui avait-il demandé s'il savait garder un secret? Était-ce une initiation au protocole de sécurité? Le sénateur ne disait rien. « Il n'existe pas, » finit par dire Donald en guettant un signe. « Si ?» Le vieil homme lâcha enfin un sourire. « C'est tout le propos. Qu'ils existent ou non, les discussions iront toujours bon train. Est-ce que tu serais étonné si je te disais qu'ils existent autant que toi et moi ?»« Plus qu'étonné, oui. » « Bien. » Le sénateur glissa un dossier vers lui. Donald y lança un regard et leva la main. « Attendez, ils existent, oui ou non? Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» Le sénateur se mit à rire. « Bien sûr que non, ils n'existent pas. » Il ôta sa main du dossier et posa les deux coudes sur le bureau. « Tu as vu combien la NASA nous réclame pour faire l'aller-retour sur Mars? On n'ira jamais sur une autre planète, et personne ne va venir ici. Pourquoi quiconque voudrait venir ici, d'ailleurs ?» Donald ne savait plus quoi penser, avoir perdu toute conviction. Il voyait ce que les sénateurs avaient voulu dire, comprenait comment mensonges et vérités semblaient soit noirs, soit blancs, et comment, mélangés ensemble, ils jetaient un voile gris et opaque sur toute chose. Il regarda le dossier qui ressemblait à celui avec lequel Mike était parti.
Cela lui rappela le penchant qu'avait le gouvernement pour tout ce qui était obsolète. Ça, c'est du déni, n'est-ce pas? Ce que vous êtes en train de faire. Vous essayez de me déstabiliser. Non, je suis simplement en train de te dire que tu regardes trop de films de science-fiction. Je me demande même pourquoi toutes ces grosses têtes rêvent de coloniser une autre planète. Tu as une idée de ce que ça coûterait? Non, c'est ridicule. Absolument pas rentable. Donald haussa les épaules. Il ne trouvait pas ça ridicule. Il reboucha sa bouteille. C'est dans notre nature de rêver de grandes espèces, dit-il, de trouver un endroit où prospérer. N'est-ce pas comme ça que nous nous sommes retrouvés ici? Ici, en Amérique? Le sénateur rit. On n'est pas venus ici pour les grands espaces. On a infecté tout un peuple avec nos maladies, on les a tués, et là, on a eu de la place. Thurman désigna le dossier. Ce qui m'amène à ceci. J'ai un projet sur lequel j'aimerais que tu travailles. Donald posa sa bouteille sur le bureau et prit le dossier. Ça doit passer en commission? Il essaya de ne pas s'emballer, bien qu'il n'envisageât tout à fait qu'auteur d'un projet de loi la première année de son mandat. Il ouvrit le dossier et le tourna pour bénéficier de la lumière. Dehors, l'orage menaçait. Non, ce n'est rien de ce genre, ça concerne le site SDR. Donald opina. Évidemment, le petit préambule sur les secrets et les complots prenait tout son sens, tout comme le rassemblement des députés de Géorgie. Il s'agissait du site de stockage des déchets radioactifs au cœur du nouveau projet de la loi énergétique du sénateur, un endroit qui abriterait un jour la majeure partie du combustible nucléaire mondial, usagé. Ou, selon les sites internet que Thurman avait évoqués, ce serait la nouvelle zone 51, ou le hangar où serait mise au point une nouvelle génération de bombes surpuissantes, ou encore un quartier sécuritaire pour les anarchistes ayant acheté trop d'armes à feu. Faites votre choix. Il y avait assez de rumeurs pour pouvoir cacher n'importe quelle vérité. Oui, dit Donald déçu. J'ai reçu des appels très divertissants des habitants de ma circonscription. Il n'osa pas mentionner celui de la Ligue de défense des lézards. Monsieur, je veux tout d'abord que vous sachiez que je suis pour la réalisation de ce site à 100%. Il leva la tête vers le sénateur. Je suis content de ne pas avoir eu à voter la question en public, bien sûr, mais il était temps que quelqu'un propose son jardin, n'est-ce pas? Exactement, pour le bien de tous. Thurman but à longs traits avant de s'éclaircir la voix. Tu es un jeune homme très perspicace, Donny, car tout le monde ne voit pas l'aubaine que ça représente pour notre État. Ça va nous sauver la vie, vraiment. Il sourit. Excuse-moi, on te surnomme toujours Donny, au moins? Ou est-ce exclusivement Donald maintenant? L'un ou l'autre, mentit Donald. Il n'aimait plus qu'on l'appelle Donny, mais difficile de changer le nom après tant de temps. Il ouvrit le dossier, tourna la lettre d'accompagnement et tomba sur un dessin qui ne lui sembla pas à sa place. Il était trop familier. Familier, et pourtant il n'avait rien à faire là. Il appartenait à une autre vie. « Tu as lu les rapports économiques ?» demanda Thurman. « Tu sais combien d'emplois ce projet de loi a créé du jour au lendemain? 40 000, comme ça, ajouta-t-il en claquant des doigts. Rien que pour la Géorgie. Mais il y en aura davantage dans ta circonscription, sans compter les postes dans le transport maritime, tous les dockers qu'il faudra. Bien sûr, à présent que le dossier est passé, nos collègues les moins réactifs se plaignent de ne pas avoir pu... »« C'est moi qui ai dessiné ça ?» l'interrompit Donald en sortant la feuille de papier. Il la montra à Thurman comme s'il s'attendait à ce que ce dernier s'étonne qu'elle se soit glissée dans le dossier. Il se demanda si la présence de ce dessin était imputable à la fille du sénateur, un petit clin d'œil de la part d'Anna. Thurman acquiesça. « Oui, je dirais que ça manque un peu de détails, tu ne trouves pas ?» Donald examina son plan d'architecte et se demanda de quel genre de test il s'agissait. Il se souvenait de ce dessin. C'était un projet de dernière minute pour son cours d'écohabitat en dernière année. Il n'avait rien d'inhabituel ni de génial. C'était un simple bâtiment cylindrique d'une centaine d'étages aux parois de béton et de verre et aux balcons verdoyants. Une coupe révélait à l'intérieur une alternance d'habitation, d'espaces de travail et de commerce. La structure était sobre, fonctionnelle, sans prise de risque alors que d'autres avaient présenté des projets audacieux. Des touffes vertes jaillissaient du toit terrasse, affreux cliché concession au bilan carbone neutre. En somme, c'était d'un ennui mortel. Donald ne pouvait imaginer un bâtiment
aussi dépouillé s'élevait du désert de Dubaï à côté de la nouvelle génération de gratte-ciel autonome du point de vue énergétique. Il ignorait en tout cas ce que le sénateur lui trouvait. De détails, répéta-t-il tout bas. Il feuilleta le reste du dossier en quête de contexte, d'indices. Attendez, dit-il en tombant sur une sorte de cahier des charges. On dirait un avant-projet d'étude. Des mots qu'il avait oublié avoir appris un jour attirèrent son attention. Circulation intérieure, plan de masse, système CVCA, jardin hydroponique. Il faudra faire sans la lumière du soleil, dit le sénateur en faisant grincer son fauteuil. Pardon, qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Il faudrait des lampes comme celles que ma femme utilise. Thurman mit sa main en coupe comme s'il tenait quelque chose de minuscule et pointa un index vers sa pomme. Elles font éclore des petites graines en plein hiver grâce à des ampoules qui me coûtent une petite fortune. Des lampes de croissance. Thurman claqua à nouveau des doigts. Et ne te soucie pas des coûts. Tu auras tout ce qu'il te faut. Je vais t'adjoindre un ingénieur pour la partie mécanique et toute une équipe. Donald continua à feuilleter le dossier. Mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Et pourquoi moi? C'est ce qu'on appelle un bâtiment, au cas où. Il ne servira probablement jamais, mais il refuse qu'on stocke les barres de combustible si on ne construit pas ce truc à côté. C'est comme cette fenêtre dans mon sous-sol que j'ai dû abaisser avant que notre maison soit bonne pour... Comment on dit déjà? Le diagnostic immobilier. Voilà, c'est ça. Bref, ce bâtiment, c'est comme ma fenêtre. C'est un passage obligé pour qu'on ait le feu vert. Dans l'éventualité très improbable d'une fuite ou d'une attaque, c'est là que se réfugieraient les employés. Un abri, qui doit être absolument parfait, sous peine de quoi ce projet sera arrêté en moins de 2. Ce n'est pas parce que notre projet de loi a été approuvé qu'on est tiré d'affaire, Denis. Un projet similaire a eu le feu vert dans l'Ouest. Il y a des dizaines d'années, le budget était voté. Ça ne l'a pas empêché d'avorter. Donald voyait à quoi il faisait allusion. Un site de confinement sous une montagne. La rumeur courait au Capitole que le projet de Géorgie avait les mêmes chances de succès. Le dossier pesa soudain plus lourd dans ses mains lorsqu'il s'en rendit compte. On lui demandait de s'associer à cet échec annoncé. C'était carrément son poste qu'il jouait là. J'ai mis Mike Webb sur la logistique et la planification. Vous serez amené à collaborer sur quelques aspects du projet. Et Anna a demandé un congé au MIT pour nous prêter main forte. Anna? Donald chercha sa bouteille d'une main tremblante. Mais oui, elle sera l'ingénieure en chef sur ce projet. Le dossier contient des détails en ce qui concerne ce dont elle aura besoin. Donald eut du mal à avaler sa gorgée d'eau. Je pourrais faire appel à bien d'autres personnes, mais ce projet ne peut pas échouer, tu comprends. J'ai envie qu'on soit comme une famille. C'est pour ça que je veux m'entourer de gens que je connais, à qui je peux faire confiance. Le sénateur croisa les doigts. Si c'était la seule chose pour laquelle tu as été élu, je veux que tu le fasses de ton mieux. C'est pour ça que j'ai fait campagne pour toi. Bien sûr, répondit Donald en opinant malgré sa perplexité. Il avait craint que le soutien du sénateur ne découle du vieux liens familiaux, mais la vérité était pire, en quelque sorte. Donald n'avait bénéficié d'aucune sorte de service. C'était le contraire. En examinant le dessin posé sur ses genoux, le député fraîchement élu sentit un travail pour lequel il était moyennement préparé lui échapper, et se faire remplacer par une tâche différente, mais tout aussi redoutable. Attendez, je ne comprends toujours pas. Pourquoi des lampes de croissance? Thurman sourit. Parce que ce bâtiment que tu vas concevoir pour moi sera sous terre. Chapitre 1 terminé. Merci de l'avoir écouté.